Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Politique, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Comme tous les mois, un eurodéputé francilien nous accompagne pour une demi-heure d'émission. Ce soir, Jean-Marie Cavada, eurodéputé centriste, est notre invité. Nous allons évoquer avec lui le rapport dont il est le co-responsable sur le statut de lanceur d'alerte et voir notamment si plus de transparence peut permettre à l'Europe de regagner les cœurs des citoyens européens. Durant cette émission, nous allons également découvrir l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Winston Churchill, connu pour avoir été notamment le principal rempart face au nazisme. Les syndicats en Europe vous seront aussi expliqués. Vous verrez que leur poids et leur rôle varient fortement selon les pays. Enfin, les Yvelinois auront la parole dans cette émission puisque élus du territoire et habitants interrogeront notre invité sur la question de leur choix. Jean-Marie Cavada, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes eurodéputé depuis 2004, membre du groupe ici au Parlement européen, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, un groupe que l'on qualifie notamment de centriste et profondément pro-européen. Avant votre engagement politique, vous avez eu une longue carrière journalistique, on va revenir rapidement dessus. Vous avez notamment présenté le journal de 20h, l'émission La Marche du siècle. Vous avez été aussi président de Radio France pendant 7 ans. Dites-nous, est-ce que vos habits de journaliste vous manquent un peu avec le temps ? Non seulement ça ne me manque pas, mais j'avais décidé, ayant fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire dans ce métier, du journalisme de base, ensuite responsable de rédaction, puis ensuite responsable de chaîne, ensuite créateur de France 5, président successivement de 3 réseaux de télévision, ou de radio, comme vous l'avez dit. Donc j'avais vraiment pris toutes les armes du journaliste pour regarder mon pays et regarder l'Europe, mon pays dans l'Union européenne. Et je voyais bien que l'un et l'autre étaient en position de fragilité, pour ne pas dire de déclin. C'est ce qui m'a d'ailleurs convaincu de venir dans la vie publique. Ce qui veut dire tout de même qu'aujourd'hui vous avez peut-être une relation particulière avec les journalistes, on va dire, qui s'intéressent aux affaires européennes ? Oui, écoutez, je sais surtout comment ils travaillent et pour cause, puisque j'en viens, mais ça s'arrête là parce que chacun doit être dans sa place, dans son camp, si je puis dire. Celui des journalistes, c'est de poser des questions, d'investiguer et d'analyser, et le mien, c'est de faire la pédagogie de ce qui se passe ou ne se passe pas en Europe. Jean-Marie Cavada, l'histoire européenne doit forcément vous intéresser. Le vieux continent s'est construit en grande partie grâce aux pères fondateurs de l'après-guerre. Parmi eux, on retient le parcours d'un Britannique, farouche opposant d'Adolf Hitler et du nazisme, Winston Churchill. Les détails de sa vie politique avec Philippe Le Guen, directeur de l'association yvelinoise Jean Monnet. C'est un homme qui en même temps était un poète, un romancier, un écrivain de talent qui avait une très belle plume, et ça lui a servi évidemment dans sa carrière politique pour arriver dans la Chambre des communes, le Parlement anglais, à toujours être élu. Et puis très tôt il a compris qu'au début de la montée d'Hitler en Allemagne, très tôt il a compris qu'il y avait danger. Ce que beaucoup de la classe politique britannique ne voulait pas croire. Ils voulaient croire qu'on pouvait vivre en paix après la Première Guerre mondiale et que finalement Hitler n'allait pas se lancer dans une conquête militaire. Lui, Churchill, avait très bien compris que c'était un futur dictateur, et donc après l'échec des négociations de Munich, vous savez, où les Britanniques et les Français avaient espéré la paix, eh bien, il a bien compris, et donc il a été élu ensuite Premier ministre britannique au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'on connaît le plus finalement la carrière de Churchill comme chef de guerre qui avait prôné la résistance par tous les moyens des Britanniques face aux Allemands. Et puis, après la guerre, il a pour un temps dirigé, mais pas longtemps, continué à diriger le pays, mais ensuite il a été battu aux élections. Et alors là, il a eu une vision européenne, on pourrait dire, un petit peu, puisqu'il a été à l'origine du lancement du Conseil de l'Europe. Sa vision de l'Europe, c'était plus une vision de pays qui s'unissent pour la paix, mais pas qui intègrent autant leur politique que celle qui finalement a été conduite suite à la CECA, la communauté de charbon et de l'acier, puis ensuite le marché commun.
sa vision, il était d'accord pour un rapprochement militaire en particulier, hein, puisqu'il avait dit notamment qu'au moment de la première idée de communauté européenne de défense en 1953, il avait dit que ce serait bien que la Grande-Bretagne, bien que non membre de la communauté européenne de l'époque, s'associe à cela. Donc il voyait plutôt cela comme un rempart de la démocratie, d'une part pour s'unir et éviter les guerres, et aussi pour lutter contre le communisme soviétique, puisqu'il était un farouche opposant, évidemment, à l'URSS. Si les pays européens parvenaient à s'unir, leurs 300 à 400 millions d'habitants connaîtraient, par le fruit d'un commun héritage, une prospérité, une gloire, un bonheur qu'aucune frontière ne limiterait. Jean-Marie Cavada, on vient de découvrir le parcours d'un des hommes politiques les plus importants du XXe siècle, qui plus est britannique. Drôle de clin d'œil alors que la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Drôle de clin d'œil, je le disais, qui doit, j'imagine, vous attrister en tant qu'europhile connu. Votre formule drôle de clin d'œil mérite une explication parce que vous êtes profondément dans le vrai, si je peux me permettre d'en juger. C'est l'homme de la déclaration qui a incité les Européens à s'unir. Et à s'unir pourquoi? Eh bien, c'était une idée assez simple, c'était de transformer les sujets de bataille, de querelle ou même carrément de guerre. En l'occurrence, il s'agissait de la domination et de la possession de l'énergie, le charbon, l'acier, la domination du fleuve, le Rhin et la Moselle, en quelque chose de positif, c'est-à-dire quand il y a conflit, on se met autour d'une table au lieu de s'envoyer des avions, des canons et des bateaux pour s'entretuer. Et la Deuxième Guerre mondiale ayant été, hélas, l'illustration de ce que l'humanité pouvait faire de pire, de plus terrible, il faut rendre grâce à Churchill de son énergie. En tout cas, vous serez d'accord avec moi, la Grande-Bretagne a toujours été quelque part un peu méfiante vis-à-vis du vieux continent. Ça semble être le cas de beaucoup d'Européens dans d'autres pays désormais. On en vient, et non sans lien, à notre rapport qui va nous intéresser, qui voit le jour en ce moment au Parlement européen sur les lanceurs d'alerte, un rapport dont vous êtes le co-rapporteur avec votre collègue eurodéputée Virginie Rozière. C'est un sujet, les lanceurs d'alerte, devenu brûlant, et notamment en Europe depuis l'affaire LuxLeaks, qui a permis de mettre à jour les pratiques fiscales un peu douteuses du Luxembourg. Cette affaire date de novembre 2014. Nous sommes désormais début 2017. Il était impossible d'agir avant, selon vous? Bon, d'abord, nous aurions dû agir tout de suite. J'ai demandé en son temps, avant LuxLeaks, il y a l'affaire Snowden. Qui date de 2013, je crois. Qui date de 2013. Et j'avais demandé à la Commission de délivrer un passeport européen à M. Snowden, qui vit, vous le savez, dans la banlieue de Moscou, on dit dans une ambassade, je crois, et qui, au fond, ne pourra pas remettre les pieds aux États-Unis sous peine de sanctions extrêmement graves, voire peut-être de risquer sa vie. Et pourquoi il fallait protéger ce monsieur, nous les Européens? D'abord parce que ce n'est pas la peine de faire des numéros de valeur si on n'est pas capable de les appliquer. Et ce monsieur a appris au monde entier, notamment à nous Européens, que nos, entre guillemets, alliés américains, c'est vrai qu'ils ont été alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, un peu tardivement, mais ils y sont venus, qu'ils nous ont espionnés à un échelon massif, le monde entier, y compris nos dirigeants. Et donc ce monsieur a fait le travail que les États aurait dû faire. Donc il doit être protégé. Mais naturellement, la vertu n'étant pas la première, je dirais, la première des choses quand on a une certaine couardise politique, et c'était le cas de cette commission, eh bien on n'a pas protégé M. Snowden. Puis arrive l'affaire LuxLeaks, dont vous venez de parler. Bon, pour faire très clair, tout ça aurait dû démarrer plus vite. Les procédures sont très lentes dans ce Parlement. Et puis, il faut bien jamais, dire... tout de même. Oui, évidemment, mieux vaut tard que jamais. Puis il faut bien dire la vérité. On désigne du doigt, en l'accusant de tous les maux Luxembourg, mais presque tous les États ont participé à cette combine en ayant des banques filiales, etc. Presque tout le monde est mouillé dans cette affaire. Par conséquent, il est temps d'y mettre un terme, en effet. Mais moi, je refuse qu'on accuse Jean-Claude Juncker comme étant le président galeux, de la Commission européenne, ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre
Luxembourg comme le galeux qui aurait fait ça en 12. Non, tous les États étaient au courant et d'ailleurs, presque tous les États y ont des intérêts, il faut dire la vérité. Maintenant, il est les choses bougent aujourd'hui d'ailleurs. Les choses bougent. Au sein du Parlement. Oui, les choses bougent au sein du Parlement. Antoine Deltour, j'ai écrit au président du tribunal de Luxembourg pour exprimer mon soutien à M. Deltour. Pour la même raison, il n'avait pas d'intérêt personnel à s'exposer comme ça. Il a révélé des pratiques frauduleuses. Il y a beaucoup. Il n'y a pas que le Luxembourg. En Europe, il y a l'Autriche, il y a les Pays-Bas, notamment. Il y a pas mal, il y a les îles anglo-britanniques, il y a pas mal de paradis fiscaux auxquels il faut mettre un terme et protéger les lanceurs d'alerte. Il n'en est que trop temps. Petite précision sur le rapport dont vous êtes le co-rapporteur, ça a valeur d'initiative législative. Oui. Alors, petite précision peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le jargon ici au sein du Parlement. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas contraignant comme rapport la Commission européenne ensuite pour en faire ce qu'elle veut, peut-être rien. Alors, une initiative législative, c'est une proposition dont la Commission, pour laquelle on doit se mettre d'accord avec la Commission. En fait, cette idée, elle vient de loin. Quand on a fait un texte sur les secrets d'affaires, j'avais personnellement introduit dans ce texte, les secrets d'affaires, ça avait pour but de protéger le savoir-faire des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un secret pour que personne ne sache ce qui se passe, contrairement à ce qu'une partie de la presse française a dit d'ailleurs. Et en réalité, j'avais introduit la protection des lanceurs d'alerte, et une deuxième chose, la protection du pouvoir d'investigation et de reportage des journalistes, y compris dans les entreprises, qui ne sont pas des lieux sacrés. C'est des lieux qui participent à la vie, donc il n'y a pas de raison que les journalistes soient interdits de séjour là-dedans. Et ce texte était très incomplet, et on a vu qu'il fallait revenir dessus et donner un statut aux lanceurs d'alerte. C'est une question très difficile. C'est quoi un lanceur d'alerte ? Très difficile. Quand vous parlez de statut, c'est un statut juridique pour définir ce qui est véritablement un lanceur d'alerte. Selon vous, c'est quoi alors un lanceur d'alerte ? Dans le procès d'Antoine Deltour à Luxembourg, la justice luxembourgeoise applique la loi luxembourgeoise. Si la loi européenne définissait ce qu'est un lanceur d'alerte et définissait les conditions de sa protection, la justice luxembourgeoise, comment dirais-je, n'accuserait plus Antoine Deltour. Et c'est quoi un lanceur d'alerte ? C'est très difficile parce que la France a légiféré là-dessus au mois de novembre 2016. Voilà, la France a commencé à légiférer en introduisant dans la loi Sapin 2, disons, des considérants, des amendements, et des articles qui définissent. C'est vraiment difficile à définir parce qu'au fond, on est dans la définition générale. C'est quelqu'un qui, hors de tout intérêt privé, met sur la place publique de mauvais comportements, du point de vue financier, du point de vue des États, et peut-être du point de vue de la santé, la chercheuse de Rennes qui a, à propos Madame Frachon, du scandale du Mediator. Absolument, qui a mis Madame Irène Frachon, qui a mis sur la place publique les méfaits du Mediator, est un lanceur d'alerte pour moi. Mais il ne faut pas non plus que ça tourne à la délation dans les entreprises. C'est là la principale difficulté, limite. Oui. Et pour l'instant, je consulte beaucoup les avocats, je consulte les juristes, je consulte un certain nombre de gens, y compris d'ailleurs les analystes politiques, c'est-à-dire les gens qui ont une vue sur l'organisation de la cité, les fondations de sciences politiques et autres, pour qu'on arrive à un curseur qui protège les vrais lanceurs d'alerte, mais qui n'encourage pas la délation gratuite. Comment se passe d'ailleurs le travail, puisque vous avez été désigné au mois de novembre, début novembre? Oui. Vous rencontrez du coup des avocats, des spécialistes, des lanceurs d'alerte peut-être aussi? Nous rencontrons, en ce qui me concerne, oui, mais nous rencontrons des gens de toutes ces catégories que vous venez d'énoncer, pour se faire un jugement et ne pas faire une loi qui soit hors sol. Parce que ça, c'est la tendance des parlements qui légifèrent à tour de bras. Les lois s'appliquent ou s'appliquent pas. D'ailleurs, on ne vérifie pas toujours si elles sont bien ou mal appliquées ou pas appliquées du tout. Et donc, il faut là-dedans beaucoup, je dirais, de mesures. Il faut de l'exigence. Ça suffit maintenant qu'on mette en péril la vie ou la liberté des lanceurs d'alerte, mais aussi de la modération. Pas n'importe quoi. La délation, c'est une boîte de Pandore que tout le monde peut ouvrir, que personne ne sait refermer. La France en sait quelque chose. L'une des pistes envisagées et évoquées notamment dans la presse européenne, c'est la création d'une autorité européenne indépendante qui déciderait si tel ou tel cas relève du statut de lanceur d'alerte ou pas. C'est vrai ça semble aussi aller dans le bon sens? C'est une piste intéressante en tout cas, parce que c'est une responsabilité tellement grande que je ne voudrais pas être seul à l'écrire.
Et du coup, excusez-moi, cette entité aurait du coup, dirait, tel cas, c'est lanceur d'alerte, tel cas, ça ne l'est pas. Et ensuite, ça impliquerait quoi du coup? Ça impliquerait qu'entre... Une protection? Oui, voilà, entre un système comment dirais-je, il y aurait une sorte d'audition, puis une sorte de mise en route du statut de lanceur d'alerte et de la protection qui va avec. Tout ça est encore assez flou, je dois vous le dire, parce que de toute façon, le Parlement arrive à renouvellement de ses responsabilités, enfin, est arrivé il y a quelques temps, là, à la mi-janvier, à la protection, à la remise en cause, pardon, de toutes ses libertés, de toutes ses responsabilités, puisque le Parlement européen fonctionne de la manière suivante, un mandat de 5 ans, et au bout de 2 ans et demi, à mi-mandat, toutes les responsabilités sont soumises à nouveau au vote. Du coup, ça fait un peu ralentir le processus. Ça ralentit le processus, c'est vrai. Avec votre expérience, vous, de journaliste, expliquez-nous, dites-nous peut-être dans vos souvenirs, vos mémoires à vous, dans votre mémoire à vous, est-ce que c'est un sujet nouveau, les lanceurs d'alerte, ou est-ce qu'il y en a eu tout le temps? Et finalement, c'est un sujet qui prend de l'ampleur aujourd'hui, mais qui a toujours existé. Vous savez, monsieur, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui prennent sur eux de dire publiquement le mauvais comportement d'organisation, de système ou autre, c'est vieux comme la Bible et l'humanité. C'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, presque tout le monde sait tout instinctivement de par la circulation de l'information, le numérique et tout ça, et qu'il faut organiser, je dirais, une pensée raisonnable et sérieuse. Il ne faut pas que tout le monde soit désigné n'importe comment. C'est une notion très grave. Après tout, ce sont des gens qui, tout seuls, les mains nues, se portent sur la place publique pour défendre l'intérêt général, c'est-à-dire la population ou les populations. Donc, mais il y en a toujours eu, bien entendu qu'il y en a toujours eu. En termes de calendrier, quand est-ce que, selon vous, on aura un statut européen du lanceur d'alerte? Est-ce que c'est du moyen, du très long terme? Moyen terme, compter une bonne année, une année et demie, parce qu'il va y avoir de grosses pressions de contestation, les groupes politiques ne sont pas d'accord, il y a des intérêts cachés derrière qu'il va falloir combattre. Qui pourrait bloquer un tel sujet? C'est quoi? C'est les dirigeants d'entreprise? Ce sont certains eurodéputés, les lobbyistes? Non, mais d'abord les gouvernements. Il y a des gouvernements qui ne veulent surtout pas entendre parler de ça. Vous savez, c'est le sage chinois. J'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je ne dis rien. Hein, et ça concerne tous les gouvernements, une grande partie? Oui, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas uniquement le Luxembourg, c'est pas uniquement les Pays-Bas, ça peut être aussi la France, l'Espagne, l'Italie, les pays les plus... Mais quand c'est pas le mauvais comportement d'un gouvernement, comme ce fut le cas des États-Unis, qui ne gouvernent pas les agences de sécurité, c'est l'inverse, c'est les agences de renseignement qui gouvernent les États-Unis. On l'a encore bien vu dans la campagne Clinton-Trump. Eh bien, quand ce n'est pas un gouvernement, ça peut être des entreprises, ça peut être une organisation, même une ONG n'est pas forcément à l'abri d'un... Tous ne sont pas vertueux, hein, y compris avec l'argent. Vous êtes sujet à peut-être des pressions, du coup? Il y en aura énormes, elles vont être énormes. Mais vous le savez? Vous savez, avec votre expérience, vous êtes prêt à cela? Écoutez, prêt, il n'y a aucune... Les pressions, vous savez, on en fait vraiment des montagnes. Mais la pression, si vous n'avez pas d'intérêt personnel à quoi que ce soit, vous n'êtes pas vulnérable. Bon, moi, mes choses sont simples, on connaît ma carrière. Deuxièmement, je suis payé par le Parlement, point final. Bon, voilà. Donc on peut faire pression tant qu'on veut, ça ne va pas changer grand-chose. Indiquons également, petite précision, que pour le moment, 5 pays européens disposent d'une protection juridique. On le disait, la plus récente, c'est la France depuis le mois de novembre. Il y a un modèle dont vous vous inspirez dans ces pays-là, qui ont établi un statut, peut-être un pays qui est en avance sur ce sujet. On parle de temps en temps de la Suède, qui a un statut depuis longtemps. Non, mais ce que j'aime bien dans votre comment dirais-je, dans le sommaire de votre émission, c'est que vous vous intéressez à des pays voisins non français. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que la France, qui a besoin de faire des réformes ou d'inventer quelque chose, plutôt que de dire de haut de son arrogance jacobine, voici ce que nous allons inventer ou faire, regardons donc comment les autres pays autour de nous ont eu les mêmes problèmes et les ont résolus. Alors, en effet, les pays nordiques m'inspirent beaucoup dans cette affaire, et d'ailleurs je vais y aller m'y déplacer, parce que je veux avoir de longues conversations avec ceux qui ont mis en place cette affaire. Mais en effet, c'est pas par hasard. Naturellement, ces pays sont petits en termes de géographie et de population, mais ce sont de vraies démocraties, avec toute la lourdeur que ça peut comporter, mais toute la satisfaction que ça apporte aussi. On continue à s'intéresser à nos voisins avec notre rubrique « Et chez nos voisins ». Ça se passe comment? Aujourd'hui, zoom sur les syndicats en Europe. Dans quel pays ont-ils un rôle primordial? À quoi servent-ils? Et les précisions d'Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye.
C'est quand même assez différent en fonction du pays. Donc en France, on a un taux de syndicalisation qui est à peu près de 8%. Le taux maximum au niveau européen, il est de 80%, et là c'est en Islande. Alors sachant que pour les pays de l'Union européenne, on est aux alentours de plus de 70%, notamment dans les pays du Nord. Alors après, ce qu'on a constaté, c'est que depuis plusieurs années, on a une diminution du taux de syndicalisation. Dans les pays du Nord, donc tout ce qui est par exemple Suède, Finlande, Danemark, Belgique, il y a un taux de syndicalisation qui est très fort parce que tout simplement les syndicats jouent un rôle très important dans la vie sociale des employés. C'est eux qui versent les aides au chômage et les aides sociales. Sachant qu'après, la puissance d'un syndicat ne dépend pas forcément du taux de syndicalisation d'un pays. Par exemple, on peut prendre le cas de l'Autriche, où il y a 28% des employés qui sont syndiqués, mais en fait, il n'y a qu'un seul syndicat chez eux. Et ce syndicat, alors il a ce qu'on appelle un taux de couverture, c'est-à-dire donc l'influence que va avoir les décisions, il a un taux de couverture qui est de 95% des employés. Donc voilà, 28% qui influencent 95% des employés, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Après, on peut prendre l'exemple aussi des pays anglo-saxons où depuis Thatcher, on va dire que les grands syndicats généralistes tels qu'on connaît en France ont beaucoup moins d'impact. Et c'est qu'en fait, tout simplement, en la matière, les revendications se portent davantage au sein de l'entreprise. Donc c'est des petits syndicats qui n'ont pas forcément un grand impact au niveau national, mais qui vont avoir un grand rôle à jouer au niveau de l'entreprise. Vous me disiez avant cette émission, on va juste rapidement réagir sur les syndicats en Europe, que c'était un sujet qui vous intéressait. Vous, pourquoi les syndicats vous intéressent-ils en Europe, et notamment le modèle danois? Ce qui est très intéressant, c'est d'abord d'avoir la vraie photographie de notre pays. Nous avons un système syndical qui a, je dirais, toutes les contradictions. Un syndicat puissant, donc 3 ou 4 d'entre eux au moins en France, sont capables de bloquer les transports sur quelque chose qui ne leur convient pas. Et de soulever une catégorie professionnelle, de l'inviter à aller dans la rue, de manifester, etc. Mais si l'on regarde de l'intérieur, ces syndicats qui ont une capacité de blocage ne représentent pratiquement personne. 5% des salariés privés, 11% des salariés du public, ou pourtant on ne risque rien de ce syndicat. Ce n'est pas le cas forcément au Danemark, par exemple. Ce n'est pas le cas en Suède, ce n'est pas le cas en Danemark, ce n'est pas le cas en Allemagne. Autrement dit, nous avons la contradiction d'états-majors syndicaux bloquants avec une représentation, donc une légitimité syndicale extrêmement faible. Il faut donc régler ce problème parce que sinon un jour on aura de très graves distorsions et explosions. Je suis partisan, moi, que l'on modifie l'organisation des syndicats un peu à la danoise, c'est-à-dire que si on est syndiqué, on a des avantages de protection sociale plus forts que si l'on n'est pas syndiqué. Exemple chômage, si vous êtes chômeur au Danemark, eh bien votre indemnité de chômeur sera plus importante si vous êtes syndiqué que si vous ne l'étiez pas, etc. J'appelle ça faire une offre sur le marché de la protection sociale à travers les syndicats. Il faut leur confier des responsabilités et les amener dans la négociation sociale par entreprise ou par branche, comme c'est le cas. Et pour que ceci marche, il faut que l'État se retire de cette affaire et se contente non pas de faire les textes, mais d'encadrer le bon fonctionnement et non pas de diriger le syndicalisme ou la position gouvernementale avec le MEDEF qui sont les mêmes. C'est un sujet donc qui vous intéresse énormément. Cette émission se veut aussi interactive. L'Europe fait souvent l'objet de reproches trop complexes, pas assez transparentes, voire inutiles selon les critiques. Eh bien, nous donnons la parole, et c'est là qu'on utilise la tablette. On donne la parole à des acteurs de la vie locale pour vous poser une question sur l'Europe, une question de leur choix. Écoutez cet habitant de Voisins-le-Bretonneux, une commune des Yvelines. Vous avez juste à appuyer sur le bouton play et ça va se mettre en route. Ouais. Bonjour, Pascal Demange, Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines. Donc moi ma question c'est, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir sur l'harmonisation fiscale et aplanir en fait les différences de compétitivité qu'il y a entre certains pays, en particulier quand on voit ce qui se passe en Irlande et la France. Voilà. Alors vous avez entendu cette question sur l'harmonisation fiscale, c'est un vieux rêve peut-être, ou alors c'est un projet qui va voir le jour là aussi? On a du mal à imaginer un jour le même taux d'imposition en France et en Irlande. C'est pas qu'il va voir le jour, c'est qu'il est en route. Il est dans les tuyaux, d'une part de la Commission européenne, à travers Moscovici qui s'en occupe assez sérieusement, et d'autre part au Parlement où nous pensons que nous devons inventer, je suis d'ailleurs l'auteur de cette formule en France depuis très longtemps, depuis 6 ans, ce que nous appelons le serpent fiscal.
comme il y eut autrefois dans les années 72, 73, 74, le serpent monétaire. Vous savez, quand un pays avait une monnaie élevée et un autre une monnaie faible, eh bien, petit à petit, on les a rapprochés pour qu'il n'y ait pas de grand déséquilibre monétaire. Distorsion de concurrence. Oui, sur le continent européen et surtout des déséquilibres qui coûtaient beaucoup d'argent. Eh bien, ce serpent monétaire a très bien fonctionné. Eh bien, il faut faire la même chose pour le serpent fiscal. Entre les pays qui ont la plus petite fiscalité, monsieur a dit avec raison l'Irlande, hein, et ceux qui ont la plus haute fiscalité, entre parenthèses nous, les Français, eh bien il faut par petites étapes, de façon à ne pas ficher par terre les budgets, parce que le budget c'est ce qui permet de vivre année après année, eh bien on va dire que chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on monte d'un cran les plus faibles et on descend d'un cran les plus élevés. Alors les plus élevés. Alors descendre d'un cran, ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer les recettes fiscales d'un État. Ça veut dire vivre un peu plus modestement. Donc où faut-il maigrir? Et où ne faut-il pas maigrir? En ce moment, il y a de grands débats sur le nombre de fonctionnaires. Je trouve que plutôt que de se jeter des anathèmes à la figure, il faut regarder là où nous manquons de fonctionnaires, l'enseignement, la santé, la police, la justice. Et là où nous n'avons pas su faire maigrir, dans les régions et dans les administrations centrales qui ne savent pas tenir compte de la révolution informatique. Mais oui, un rééquilibrage à faire, car l'harmonisation fiscale dont parle M. Ecke est absolument indispensable, hein, il le dit avec raison. Ça a pour première conséquence d'apprendre à la France à maigrir. Elle dépense 57% de sa richesse dans la dépense publique. Ben, il faut descendre vers 48, 49. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave que ça prenne 10 ou 15 ans. C'est pas grave. Il faut entamer le mouvement pour éviter les délocalisations notamment. Merci Jean-Marie Cavada d'avoir participé à ce 7-8 politique version Europe ici au Parlement européen de Strasbourg. Je rappelle que vous êtes eurodéputé centriste d'Île-de-France, membre au Parlement du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur TV Fil 78 ou sur l'application mobile TV Fil 78. Prochain 7-8 politique dans 2 semaines. Merci. Merci.